Vas-y, dépêche-toi, dépêche-toi. Roule plus vite. Il y en a de chaque côté, c'est pas bon. Dépêche-toi. En revanche, j'en ai un peu près. Là, ça y est. Faudrait qu'on s'en aille. C'est un poisson-chat géant, ça. Oui, c'est ça. Il vient du Mékong, celui-là? C'est un géant du Mékong parce qu'il n'a pas de dents. C'est les seuls qui n'ont pas de dents. Il y en a encore beaucoup dans le Mékong. Seulement, on n'a pas le droit de les pêcher. On risque de se faire arrêter. Je sais que c'est une espèce protégée. 1, 2, 3, go! Commençons notre périple. Au centre de Bangkok, des banderoles jaunes et rouges flottent au vent. Sans le vouloir, j'atterris dans un festival assez spécial. J'ai l'impression que c'est un espèce de festival végétarien. Il y a écrit ça partout. On va trouver plein de fruits en tout cas. Le voyage commence bien, même si je découvre une nouvelle façon d'être végétarien. Du poulet? Bon, ça doit plus être le festival végétarien ou alors c'est du poulet végétarien. Ce sont des raisins sans pépins importés des États-Unis. En fait, j'ai échoué à Chinatown. Devant ces restaurants réputés qui servent de la soupe d'aileron de requin, je me sens comme un poisson hors de l'eau, malheureuse. C'est vraiment honteux. Décidément, je ne suis pas faite pour la ville. Je décide de prendre le large. Et il y a beaucoup à voir. La Thaïlande est un des pays au monde qui concentre le plus de biodiversité. Et fatalement, le plus d'espèces en voie de disparition. Je cherche l'éléphant. En Thaïlande, il y a peut-être encore 50 000 éléphants d'Asie sauvage menacés par le braconnage et par l'expansion des villes. Alors je veux vous emmener sur leur territoire, le parc de Kui Buri. Sawadee. Bonjour. Bonjour. Mana. Mana. Nice to meet you. Ravi de vous rencontrer. Vous êtes Tanapat? Oui. Je m'occupe des données scientifiques du parc. Vraiment? Oui. Voilà une carte. En vert foncé, c'est notre parc. Il fait environ 120 hectares et on va tenter de récupérer 15 hectares de plus sur des exploitations agricoles au nord. Alors ici, en jaune, c'est le cœur du parc où vous tentez de garder les éléphants, mais dans ce cœur, il y a des villages où vivent des hommes. Oui, mais nos patrouilles de rangers couvrent également les zones habitées. Les éléphants vivent en liberté et ils vont partout. Le découpage de cet espace est compliqué. À la création du parc en 1993, les cultivateurs d'ananas étaient déjà là depuis des siècles. Hors de question de les exproprier. Les éléphants sauvages vivent donc tout près des hommes. Tanapat nous présente Boua, son grand-oncle qui s'occupe d'une plantation d'ananas. Vous avez déjà vu beaucoup d'éléphants arriver dans votre plantation? Oui, ils viennent parfois au moment de la récolte, quand les fruits sont le plus sucrés. Ils passent dans les allées et attrapent les ananas au passage avec leurs trompes. Ils mangent les fruits mûrs et laissent les autres derrière eux. Si on les laisse faire, ils repartent gentiment comme ils sont venus. Nous sommes en pleine mousson et c'est l'averse. À l'abri, Boua me raconte des souvenirs de rencontres plus ou moins chanceuses avec les pachydermes. J'avais 5 ans, je m'en souviens. Il y avait 60 éléphants. Ils sont descendus de la montagne et ils ont bu dans l'étang. Et puis, la chef du troupeau
a poussé un barrissement et toute sa bande l'a suivi dans les montagnes. Un jour, il a fallu repousser les éléphants. On a fait exploser des pétards et des fusées de détresse. Ils s'en allaient, mais l'un d'entre nous a voulu faire peur au chef du troupeau. L'éléphant s'est vexé. Il a chargé notre voisin, il l'a fait tomber et puis il l'a réduit en purée. Il ne faut pas embêter les éléphants, c'est tout. Pour éviter les confrontations, les techniciens du parc ont entouré les plantations d'une clôture électrifiée et construit ces petits miradors. Et cette tour, c'est pour les fermiers? C'est pour surveiller les éléphants? C'est un poste. Les villageois l'utilisent pour guetter les animaux la nuit. S'ils repèrent quoi que ce soit, ils nous appellent et on intervient tout de suite. Et la clôture est censée empêcher les éléphants de passer. Mais les éléphants sont très malins. On les a vus abattre un arbre sur la clôture pour qu'elle s'affaisse. Et même, ils abattent carrément la clôture en appuyant leurs pattes sur un poteau, là où ce n'est pas électrifié. Après, ils passent en posant leurs pattes entre les fils pour ne pas se prendre de décharge. De toute façon, à Kouiburi, l'éléphant est chez lui. Tanapat veut nous montrer tout ce que le parc a mis en place. Nous pénétrons dans le cœur boisé du site où des eucalyptus disputent le terrain à des essences sauvages. Au détour d'une butte, soudain... Vas-y, dépêche-toi, dépêche-toi. Roule plus vite. Il y en a de chaque côté, c'est pas bon. Dépêche-toi. C'est la rencontre. Un troupeau d'une vingtaine d'éléphants avec des petits. En revanche, on est un peu près. Tanapat nous a prévenus. Les bébés rendent ce troupeau irritable. Là, ça y est. Faudrait qu'on s'en aille. Mais rien ne semble pouvoir les déranger. Ils se repaissent tranquillement de branchages et de brachiara roussi, une herbe épaisse, riche en nutriments et présente en masse ici. Ce qui n'est pas vraiment normal. En fait, le parc de Kouiburi est un savant mélange de jungle et de plantations humaines. Alors, c'est vous qui avez planté ça? Oui, c'est de la brachiara roussi. On l'a importée. Regardez, celle-ci a été broutée par un bovin sauvage, un bandang. C'est une réussite. On voit bien que ça a été pâturé ici. Et regardez cet arbre. C'est un éléphant qui l'a cassé avec sa trompe. Et qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils construisent un réservoir d'eau pour que les animaux viennent boire ici. Il fallait un grand étang pour accueillir 30 ou 60 éléphants. Et pour leur confort, on a façonné des bords en pente douce. Comme ça, ils peuvent monter et descendre sans se faire mal. Nous faisons tout pour eux. Notre but, c'est qu'ils restent à l'intérieur du parc. C'est plus facile de les protéger comme ça. À l'extérieur du parc, c'est dangereux pour eux. Le repas, la boisson, le gouvernement pourvoit à tous les désirs des animaux, jusqu'à l'extrême. Quand les herbes sont trop hautes, les éléphants et les autres herbivores ne peuvent pas les manger. Alors on les coupe, tout simplement. En plus, les jeunes pousses ont meilleur goût pour eux. Et tout ce que vous faites pour les éléphants, vous n'avez pas peur que ça les rende un peu feignants? Non, je n'ai pas peur. Cette forêt est mourante, vous savez. Et il n'y a pas assez de nourriture pour satisfaire la faune. À mon avis, on devrait même en faire 2 fois plus. Et si un jour on arrive à régler ce problème de nourriture, alors on s'attaquera à d'autres problèmes, comme le braconnage. Il nous faudra attendre la soirée et le retour de la pluie pour que la famille d'éléphants réapparaisse, nous barrant majestueusement la route.
le troupeau s'enfonce dans les bosquets. Puis repasse encore plus près de nous, nonchalamment. Qui a des défenses. Je quitte les éléphants pour d'autres mammifères. Grands eux aussi, emblématiques de l'Asie eux aussi, les buffles d'eau. En Thaïlande, pour faire une bonne action, les citadins achètent souvent des animaux juste avant qu'ils soient abattus. La tradition veut que ces animaux sauvés soient placés dans des fermes provinciales et offerts aux fermiers nécessiteux. Est-ce qu'il y en a un sympa? Toi? Tu es même très aimable. Alors voilà le buffle d'Asie, le buffle d'eau. En fait, c'est le buffle, parce qu'il en existe des sauvages, dont les populations sont d'ailleurs en danger. Et ça, c'est la version domestiquée du buffle. Je suis ici dans un endroit un peu spécial, puisque les buffles ne repartiront avec leur nouveau propriétaire qu'après 10 jours de formation au labour. Je suis tout simplement à l'école de buffles. Je sens que je vais devoir me mettre les pieds dedans. Elle vous aime bien, on dirait. Dongfeng doit apprivoiser Quan, sa bufflonne. Ils vont former un nouveau couple au travail. Ce matin, c'est travaux pratiques. Allez, 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 hop, hop. Un jeune professeur va tenter d'apprendre à Dongfeng à manier la charrue. Et ça n'est pas gagné. Allez. Non, non. Quant à moi, j'ai commis une erreur de débutante. Le t-shirt rose. Ah ouais, c'est moi. Dès que j'ai bougé. Les bovins n'aiment pas trop les couleurs vives. Là, il doit être un peu énervé contre moi. J'ai fait dévier Quan. Il faudra entre 10 à 15 jours pour former le lien entre Quan et moi. 10 à 15 jours. Là, il me faut encore au moins 3 jours. C'est pas bon du tout, là. Là, c'est pas du tout OK. Bien, aujourd'hui, nous allons parler de la Foot and Mouth Disease, la fièvre afteuse. Vous connaissez la fièvre afteuse en France? Oui, on essaye de l'éviter autant que possible. On n'en a plus beaucoup puisqu'on a tué tous les cheptels suspects il y a quelques années. Oui, je l'ai vu à la télé. En France, pour régler le problème, vous avez tué tous les animaux. Nous, en Thaïlande, on ne fait pas ça quand même. Mais je crois que c'est vous qui avez raison. Si je me pose des questions, j'ai intérêt à écouter. Dans un premier temps, vous allez observer un excès de salive. La fièvre afteuse se transmet d'espèce en espèce. Mais pour le professeur Amortchai Sin, il n'y a pas de fatalité.
Il faut les vacciner 2 fois par an avec ça. Pourquoi un beau jour, vous avez décidé d'arrêter de labourer votre champ avec un tracteur? J'ai commencé à 18 ans, vous voyez. Maintenant, j'en ai 50 et j'ai dépensé trop d'argent dans les machines. Je voudrais réduire mes coûts de production et en même temps, pourquoi pas, utiliser des engrais bio. Arrêter le chimique. Et pourquoi vous avez décidé de venir faire un stage ici, au lieu de vous acheter un buffle tout seul et d'apprendre par vous-même? Eh bien, le problème, c'est que j'avais trop l'habitude du tracteur. Je ne pouvais pas acheter un buffle et le dresser comme ça, en un claquement de doigts. Ouais, il faut apprendre à parler le buffle. Il s'agit d'une initiative de Sa Majesté la Reine Sirikit. Elle a souhaité créer une banque de buffles en Thaïlande et je pense que ce projet est durable. Il ne va pas s'arrêter du jour au lendemain parce que l'école assure le suivi en coopération avec le ministère de l'Agriculture. Les fermiers vont apprendre à alimenter, à soigner leurs buffles, bref, à les aimer. La qualité du travail des bêtes en dépend étroitement. Direction l'une des villes les plus industrielles et peuplées de Thaïlande. Rayong. Le 27 juillet 2013, au large de ce port, un drame a eu lieu. Un conduit d'une grande compagnie pétrolière s'est rompu, libérant 50 000 tonnes de brut en pleine mer. Bon, j'ai pas assez de mains. Voilà, un sac plastique. Parfait. Le principe, c'est de ramasser fatalement les petites boulettes d'hydrocarbures et sinon les petits os de sèche qui constituent pour les pêcheurs des preuves de la toxicité de l'hydrocarbure et que surtout leur coin a été touché. Comme ça, ils pourront poursuivre la compagnie pétrolière à l'origine du désastre. Les pêcheurs de Rayong sont amers. Ils disent avoir tout perdu à cause de cette marée noire. 2 mois après la catastrophe, ils continuent de ramasser des cadavres. Comment pouvez-vous être sûr qu'elles sont mortes à cause de la marée noire? Des petites, il n'y en avait pas avant. Les sèches peuvent mourir naturellement. On voit toujours des os d'animaux adultes sur la plage, mais depuis la marée noire, on trouve plein d'os minuscules de sèches juvéniles, ce qui est complètement inhabituel. Je m'appelle Bon Prod, je suis né ici. J'ai toujours été pêcheur et je n'avais jamais vu ça. Regardez, il y en a des centaines, je peux même pas les compter. On rassemble ces boulettes de pétrole et ces os. Et on les garde pour avoir des preuves contre la compagnie pétrolière PTT. Sans preuve, on ne pourra rien faire. Avant, on pêchait juste là dans la baie. Je pêchais entre 20 et 30 kilos de sèche par jour. Et après l'accident, en moyenne 2 ou 3 kilos. On peut encore trouver quelques crabes et crevettes, mais les sèches ont disparu. Et de toute façon, la marchandise que l'on ramène, on ne la vend pas. Parce que les gens pensent qu'elle est toxique. Où cette marée noire a-t-elle frappé? Quels animaux a-t-elle touché? La réponse est de l'autre côté de ce bras de mer, dans un lieu très touristique, l'île de Samed. Le 27 juillet 2013, la plage la plus huppée de l'île, Ao Phrao, a pris la marée noire de plein fouet. Ces images ont été tournées la semaine suivant l'accident par un plongeur de l'île. Aujourd'hui, plus de traces apparentes, mais j'aimerais en savoir plus. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. C'est sympa de se rencontrer ici. Oui, vous avez de la chance, il fait beau.
Vous êtes biologiste marin? Je suis même spécialiste des écosystèmes marins. Le site semble avoir joliment récupéré. Mais M. Monton s'inquiète de la santé de tout petits animaux. Je mesure la densité de micro-organismes dans cette zone. Donc là, j'ai besoin de savoir combien il y a d'organismes dans ce cadre en métal. C'est quoi son nom déjà? Planexis? Celui-là a l'air d'aller bien. Monsieur Monton veut savoir comment ces petits escargots Planexis ont encaissé l'arrivée du pétrole. Aujourd'hui, quelque chose le choque. 5 ou 7 jours après la marée noire, il n'y avait plus d'escargots. Aujourd'hui, leur nombre a un peu augmenté. Ils sont revenus, mais le problème, regardez leur taille. Ce sont tous des adultes. Les juvéniles manquent à l'appel. Oui, c'est ça. Chez les Planexis, comme chez les seiches d'Orayang, la marée noire a fait une hécatombe de jeunes individus, fragilisant l'espèce. Leur travail, c'est aussi de compter ces petits organismes-là, ces coquillages. Donc certains ici, là, les petits chapeaux chinois, sont encore en vie, ceux-là aussi, mais d'autres, comme ici, sont morts. Ça paraît insignifiant pour nous, mais si ces espèces-là disparaissent, c'est la nourriture d'une autre espèce qui disparaît, et puis celle du plus gros, et ainsi de suite. Et c'est tout l'écosystème qui est dégradé et qui dysfonctionne. Donc on compte les petites bêtes. J'ai entendu que vous aviez eu beaucoup de fuites de pétrole dans le golfe de Thaïlande. 200 en 30 ans. Oui, mais souvent ce ne sont pas des incidents si sérieux. Et le volume de pétrole libéré n'est pas si énorme. Là, c'était énorme. D'habitude, ils tentent de gérer l'accident et de pomper le pétrole avant qu'il ne souille les plages en l'encerclant avec des bouées. Mais cette fois-ci, ils n'ont pas réussi à cause du mauvais temps. Le lendemain, je décide de revenir à l'eau, avec des bouteilles cette fois, et Bang, mon moniteur de plongée. Sous l'eau, il y a des créatures qui m'intéressent. Immobiles, fragiles, belles et particulièrement sensibles aux activités humaines. 1, 2, 3, go! Les coraux. Je tente une première exploration à Aolukion, une rive de l'île épargnée par la marée noire. Ces coraux absorbent de grandes quantités de CO2 pour synthétiser leur squelette. Ils abritent de nombreuses espèces de poissons qui nourrissent les hommes. Ce sont des partenaires fabuleux. À Aolukion, je vois des coraux variés, plutôt en forme, même si l'eau est très trouble. Puis je retourne à Ofrao, la plage souillée par la marée noire. Aujourd'hui, des scientifiques de l'université de Bangkok s'y retrouvent pour étudier l'impact de l'accident pétrolier sur les coraux. Bonjour, vous êtes la docteure Narine Ratana? Enchantée. Bonjour, enchantée. Je vais installer un périmètre d'observation pour comparer la croissance des coraux sur 2 sites, pour voir si ceux qui ont été exposés à la marée noire ont des difficultés. Vous allez voir des coraux dômes. Ils sont très massifs. J'ai remarqué qu'ils ont souffert de la marée noire car ils ont blanchi pour la première fois. Et ils ont la maladie des points roses. Ils en ont beaucoup. Sous l'eau, les scientifiques prennent des mesures, prélèvent des échantillons. Je m'éloigne pour suivre Bang, mon moniteur de plongée.
Il me montre des coraux dômes, la seule espèce présente. Ils sont criblés de taches roses. Plus loin, le signe manifeste d'une souffrance nouvelle sur ce site. Ces filaments auréolés de taches blanchâtres. Puis, Bang me montre des structures en métal sur lesquelles il avait greffé des coraux l'an passé. Le constat est net. Ils se détachent presque seuls, tous morts. Ce qui n'est pas malade est mort. Les coraux qu'on a plantés nous-mêmes sont morts. Et cette maladie des points roses sur les coraux-dômes, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup plus qu'avant la marée noire. Malgré ce tableau peu réjouissant, la docteure Narine Ratana relativise la souffrance des animaux immobiles. Les coraux thaïlandais survivent depuis 6000 ans ici. Ils ont déjà affronté plusieurs crises. Certains sont morts, d'autres ont survécu jusqu'à aujourd'hui et nous pouvons les contempler. Mais si nous, les humains, ne contrôlons pas notre développement, si nous ne faisons pas attention à ce que nous rejetons dans l'eau, ils mourront. Puis, à demi-mot, Narine Ratana nous avoue que pour elle, comme pour les pêcheurs de la région, le responsable de cette marée noire, c'est la société PTT. Énorme conglomérat pétrolier thaïlandais détenu pour plus de la moitié par le gouvernement thaï. Même si l'entreprise pétrolière semble avoir traumatisé l'écosystème de Rayong, ailleurs en Thaïlande, elle a mis les grands moyens pour montrer patte blanche. Nous quittons Rayong pour gagner la rive occidentale du golfe de Thaïlande et la ville de Phan-Buri. Ici, l'entreprise PTT a changé de costume pour devenir le fer de lance d'un grand projet écologique qui a permis de revitaliser des terrains toxiques et désertifiés. Autrefois, les plaines de Phan-Buri étaient en majorité recouvertes de mangroves. Et puis, dans les années 80, s'est développée la panéiculture, l'élevage de crevettes. Aujourd'hui, beaucoup d'élevages ont fermé, mais le paysage et ses écosystèmes ont été transformés pour toujours. Nous sommes dans un ancien bassin d'élevage de crevettes. On devine encore les rebords du bassin là. Et on voit que ici, comme le bassin est désaffecté, la nature reprend un peu ses droits. Il y a de l'eau salée, donc on a de la mangrove qui repousse. En revanche, l'endroit ne doit pas être comme était la mangrove originelle. Toute la dynamique hydrique de la région doit être modifiée parce qu'il y a de la mangrove, mais il y a aussi cette plante-là. Qui est une sorte de salicorne. Qui est de la salicorne. Taille, je me suis pas trompée de plante. Salicorne. Ce bassin est abandonné, comme beaucoup dans la plaine, vraisemblablement à cause de la chute de la demande européenne pour les crevettes. En revanche, là où sont les filets, on voit qu'il y a encore des bassins en activité. Les filets sont là pour empêcher la prédation par les oiseaux. Et avant, ici, c'était de la mangrove. Tout près de la ville de Phan-Buri, ces exploitations avaient laissé un désert terrifiant. Voyant cela, le roi de Thaïlande aurait ressenti un choc. Il charge alors la compagnie PTT de replanter une mangrove, comme à l'origine, pour rattraper cette erreur de l'histoire. Le résultat est stupéfiant. Je me promène dans 300 hectares de forêts marécageuses plantées par l'homme. Les palétuviers maintiennent les sols,
protègent les jeunes organismes et retrouvent leur fonction première d'habitat. Près de l'eau, sur une croûte de boue, une multitude de crabes se repaît de plantes et d'animaux plus petits. La chaîne alimentaire reprend ses droits, jusqu'à un certain prédateur que nous connaissons bien. Je peux venir? Oui, bien sûr. On va voir si j'aime les petites bêtes. Ah. It's good. What are you Qu'est-ce que doing? vous faites? J'essaie d'attraper des crevettes. Il faut passer lentement sa main sur le sol pour les débusquer. Là, l'eau est un peu haute. On devrait plutôt essayer de trouver des huîtres. This one? Celle-là? Non? This one? Trop petite? Can I Et eat celle-là, this je one? peux la manger? Bah oui, bien sûr. On va lui dire que c'est pas bon parce que c'est pas épicé, mais moi ça va me faire du bien. Pas mal, je pensais que ça aurait le goût de vase. C'est bon. Est-ce que ça vous suffit pour vivre, de pêcher ces crevettes et de ramasser ces huîtres? Je fais ça en complément. Je travaille aussi dans une usine de transformation de poulpe. C'est bien en fait parce que ce que je ramasse ici, je peux le vendre au restaurant de la ville. Comme Nouhai, 15 familles profitent de l'endroit pour venir ramasser coquillages et crustacés gratuitement. Au centre du parc, une tour d'observation offre un point de vue sur ce vertigineux jardin. C'est là que je retrouve Madame Promjit, responsable du site, employée par la compagnie PTT. Ça va, Dika? Bonjour. Ah oui. Comment ça va? C'est beau. On reconnaît les montagnes. The mountains here. En 1997, on a lancé le projet sur ces bassins d'élevage désaffectés. Et dès le début, on a eu plein de problèmes. Les jeunes arbres mouraient. On ne comprenait pas. On a fait faire des études et on a découvert que les élevages avaient laissé des substances chimiques dans le sol et que ces substances empêchaient les palétuviers de pousser. On a mis plus de 4 ans à neutraliser ces substances. Du coup, le projet a été décidé en 1997, mais on a pu recommencer à planter des palétuviers qu'en 2002. Pourquoi une grande société pétrolière comme PTT s'est-elle intéressée à une mangrove? On considère que notre entreprise exploite largement les ressources naturelles du pays. Ce qu'elle prend à la nature, il est donc normal qu'elle le rende sous une autre forme. C'est bien ça. Les bénéfices de la mangrove sont multiples. Elle constitue aussi un puits de carbone. Et elle permet aux poissons de se reproduire à l'abri avant de repeupler le littoral. Car il y a 40 ans, le golfe de Thaïlande avait la réputation d'une mer poissonneuse. Il s'y pêchait 300 kilos de poissons par heure. Mais ce chiffre aurait chuté aujourd'hui à 14 kilos de poissons par heure. Pourtant, de nombreux villages côtiers ne vivent que de la pêche. Mon prochain rendez-vous, ce sont les pêcheurs de Kan Kradai. C'est beau. Devant la raréfaction du poisson dans leur baie, ils ont décidé d'agir. Et voici comment. On va utiliser des feuilles de cocotier. Les petits poissons seront attirés par leur parfum et en plus, ils pourront s'y abriter. Ces pêcheurs ont décidé de proposer aux poissons un habitat confortable pour qu'ils se sentent chez eux. Je dois en mettre 3 ensemble? 5 ensemble? Ok. Voilà, c'est ça. Tire-le à gauche. Super. Ça commence mal? Ok. Bon, c'est une natte, hein, normalement.
Ah, c'est pas assez serré. Il faut qu'elle serre plus fort. Un seul nœud? Non. Il se fait plusieurs nœuds, que ce soit pas juste le mien qui s'ouvre dans le bateau. Merci. Ouais, voilà. Deux fois par an, les pêcheurs de Can Craddaigh chargent un bateau avec des nattes géantes pour installer dans leur baie ces sortes d'immeubles à poissons. Un pêcheur a remarqué que les grands chalutiers industriels utilisent des bambous comme piège. Ils jettent un bambou pour attirer le poisson, puis jettent un filet pour l'attraper ensuite. Nos pêcheurs ont adapté cette méthode et l'ont utilisée dans la baie, mais pour attirer les petits poissons. Mais ensuite, nous, on attend qu'ils grandissent avant de les attraper. Regardez ces branches qui sortent de l'eau. Ce sont nos récifs artificiels. Ils servent aussi à délimiter la zone de pêche où les gros bateaux n'ont pas le droit d'entrer. C'est la mise à l'eau. Les pêcheurs font attention où ils mettent les pieds et... 1, 2, 3, allez! Ce bloc de béton va se planter au fond de l'eau et arrimera à la structure qui va se déployer lentement. Sur l'eau, une grosse branche signalera l'endroit. Et sous l'eau, les nattes dépliées serviront d'abri aux alevins. Vous savez combien de temps ces feuilles vont tenir dans l'eau? 6 mois. 6 mois? Les pêcheurs de Can Craddaigh enchaînent une quinzaine de largages. Leur technique est rodée. Leur action collective a même fait école et 5 autres villages plus au nord de la baie ont lancé des projets similaires. Nous nous rapprochons des anciens récifs pour profiter du spectacle. Les poissons sont là, plusieurs espèces, curieuses de notre caméra. Par exemple, grâce à eux, on a vu revenir des raies et des barracudas dans la baie. Ça marche tellement bien que les pêcheurs des baies voisines viennent pêcher chez nous parfois. Ils peuvent venir, mais on ne les tolère que s'ils travaillent avec les bons outils. Par exemple, ils seront obligés d'utiliser des filets à grosse maille. S'ils viennent avec des filets à petite maille comme ça, on ne veut pas d'eux. Donc, s'ils veulent pêcher près de votre nursery, ils doivent utiliser ce genre de filet à grande maille et pas cela. Les mailles sont trop petites. Mais le problème, ce sont les grands bateaux. Eux, ils utilisent des filets à petite maille. Et avec, ils font des nasses et ramassent tout sans distinction. Les poissons adultes, mais aussi les juvéniles. En plus, les petits poissons juvéniles, ils les jettent. Quel gâchis! Nous, quand un gros bateau s'aventure, on va le chercher à plusieurs et on discute avec lui. On leur dit qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser leurs outils dans notre zone protégée. On est tous thaïlandais. On fait tous le même métier. Mais ils doivent comprendre que leurs filets à petite maille ne sont pas les bienvenus. Il y a même eu des confrontations physiques. Une fois, ça a mal tourné entre les pêcheurs industriels et nous. Le mois dernier, l'un de nos capitaines a été tabassé et même menacé de mort. Sur le retour, nous passons devant la dernière trouvaille de ces combattants de la pêche responsable.
la banque de crabes. La règle est simple. Tout crabe pêché avec ses œufs doit y être déposé jusqu'à la fin de sa gestation. C'est une femelle, pas de doute. Après la ponte, les crabes sont laissés aux enfants du village. À eux d'en faire le commerce. Le golfe n'est pas le seul site en Thaïlande où des hommes se battent contre la surpêche. Nous nous envolons pour le nord du pays sur les rives d'un des plus beaux fleuves d'Asie. Le Mékong. Ici aussi, les eaux sont poissonneuses. Le fleuve est la principale source de protéines de 60 millions de riverains. Mais il souffre d'un mal étrange. Il est transfrontalier. Avec la Société de conservation du Mékong, Sumkiart se bat pour préserver son fleuve des appétits géopolitiques. Aujourd'hui, il veut m'emmener sur une rivière affluente. Nous sommes à présent sur la rivière Ing, près de l'embouchure où elle se jette dans le Mékong. Ici, les riverains ont créé des zones interdites à la pêche pour permettre aux poissons de venir pondre leurs œufs. Nous tentons aussi de préserver les forêts marécageuses où les poissons viennent frayer pendant la saison des pluies. Le paysage est sublime. Difficile de croire que quelque chose cloche. Pourtant, malgré les efforts de Sumkiart, le poisson se fait très rare pour la saison. Bonjour. Vous voyez ça? C'est un petit piège à poissons. Quand il rentre, il ne peut plus ressortir. Il n'y a plus beaucoup de poissons. C'est pas étonnant vu le niveau de l'eau. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est de plus en plus dur de travailler. Les poissons reviendront quand l'eau remontera. C'est vrai. En fait, les eaux sont terriblement basses pour un mois d'octobre. L'activité industrielle des voisins de la Thaïlande en amont du Mékong a complètement bouleversé le fleuve. Non, avec Sumkiart, je grimpe là où normalement je devrais avoir les pieds dans l'eau. Ah, good. À ce moment de l'année, en septembre et octobre, tout cet endroit, le village et les berges de la rivière, devrait être inondé, non? Oui. En 1996, les Chinois ont érigé un premier barrage chez eux et à partir de là, les marées se sont déréglées. Dans le Mékong et ses affluents, il n'y a plus de saison. Normalement, il y a une saison haute et une saison basse. Eh bien maintenant, on a parfois la marée basse et haute 2 fois par jour. C'est complètement inhabituel. Avant, on ne savait pas ce qui se passait, mais aujourd'hui, des études montrent que c'est à cause des barrages. Là, on est en octobre. Normalement, le Mékong aurait dû faire déborder cette rivière sur plus de 50 km. On devrait avoir les pieds dans l'eau et tous les poissons seraient en train de frayer ici. Normalement, tous les poissons grandissent vers la fin de la saison en octobre. Sans espace pour frayer, sans repères temporels, les espèces s'épuisent. Alors Sumkiart et les pêcheurs de la région ont tenté de faire un état des lieux de la biodiversité dans le Mékong. Il y a 15 ans, le département de la pêche a fait une enquête dans le nord et le nord-est de la Thaïlande. On comptait 500 espèces de poissons, dont 200 espèces chez nous à Chiang Khong. Mais depuis 10 ans, nous avons entrepris notre propre travail de recensement des espèces avec tous les pêcheurs. Et selon ces dernières statistiques, il n'y a plus que 90 espèces. Et parmi elles, il y a même 12 espèces étrangères, probablement échappées de fermes d'élevage. Des ONG se sont même intéressées à notre travail et nous ont aidés à publier ce livre qui montre les espèces recensées.
Celui-là, il est en voie de disparition, le torte ambroïde. Celui-là aussi, l'Ombok Kratrensis. Et bien sûr, le poisson-chat géant du Mekong, interdit à la pêche. Le poisson-chat géant, l'animal emblématique du fleuve. Poisson migrateur à la chair ferme et peut-être trop savoureuse. Il est strictement interdit de le pêcher tant sur les rives thaïlandaises que laotiennes du Mekong. Pourtant, au marché de la ville, je vais faire une découverte. C'est un poisson-chat géant, ça? Oui, c'est ça. Vous en voulez un entier? J'en ai un de 10 kilos au frigo. Vous seriez venu plus tôt, j'en avais un de 80 kilos, c'est dommage. Vous m'aidez à le porter parce que j'ai mal au dos. Il vient du Mekong, celui-là? Oui, c'est un poisson-chat géant du Mekong. C'est un géant du Mekong parce qu'il n'a pas de dents. C'est les seuls qui n'ont pas de dents. Ils les perdent assez rapidement. Il y en a encore beaucoup dans le Mekong. Seulement, on n'a pas le droit de les pêcher. On risque de se faire arrêter. Je sais que c'est une espèce protégée. Mais celui-là, il ne vient pas du Mekong. Il vient d'un lac, et dans les lacs, on a le droit de les pêcher. Même si le poisson-chat géant est en voie d'extinction, les autorités semblent en tolérer le commerce. Une situation paradoxale, car la Thaïlande est signataire de la Convention de Washington qui désigne les espèces à protéger. Mais si aujourd'hui les étals des marchés vendent du poisson-chat géant en tranches, c'est parce que ce poisson sauvage et migrateur a été dompté. Dans le nord du pays se trouvent des bassins et des étangs où l'on élève des poissons-chats géants. Je pars à la rencontre de M. Paul Prasit. Je voudrais vous montrer quelque chose de très important. Dans ma maison. Venez, venez. Waouh, il est énorme. C'est la première fois. Devinez où je suis. Vous êtes sur la photo? C'est vous, là? Oui, c'est moi. Un jeune homme, hein. Et alors, vous êtes en train de collecter ces œufs? Oui, cette femelle pesait environ 300 kilos. Ce sont les pêcheurs qui m'ont aidé à l'attraper. Ils ont même fabriqué un filet spécial pour l'occasion. Une scène flottante qui emmenait le poisson le long de la rivière. Ancien scientifique pour le ministère de la Pêche, M. Paul Prasit est le premier à avoir réussi la reproduction artificielle du géant du Mekong. On a commencé en essayant la méthode traditionnelle. Et après ça, on a essayé de modifier la concentration d'hormones dans les poissons. Vous collectez les œufs des femelles, puis la semence des mâles, et vous faites une fécondation artificielle dans un bassin? Oui, oui, mais on doit surtout les traiter avant, le mâle et la femelle, mais à des doses différentes. Pour l'instant, nous avons 30 couples. Et où est-ce que vous trouvez des reproducteurs? Eh bien, en face de vous, vous avez les bébés poissons-chats du Mekong. Parce que j'imagine que vous n'avez plus le droit d'attraper de nouveaux adultes sauvages. Eh bien, actuellement, le ministère des Pêches est devenu vraiment très strict sur ce sujet. D'une certaine manière, M. Paul Prasit a adapté le poisson-chat géant aux nouveaux cycles anarchiques du fleuve. Il en a fait un poisson d'élevage. Ah, ses dents ont quasiment disparu. Tu es presque un grand garçon maintenant. Comment vous dites chanceux en thaï?
Tiens, bon anniversaire Manaïg. Merci beaucoup. Voilà, ils sont tous prêts à être relâchés dans le Mékong. Ça fait plaisir. La plupart de ces animaux, M. Paul Prassit les vend à d'autres fermiers ou à des restaurants, répondant à une demande bien réelle. Contribue-t-il ainsi à lutter contre le braconnage ? Ce qui est sûr, c'est qu'une fois par an, pour l'anniversaire du roi, il relâche quelques dizaines de jeunes géants du Mékong dans le fleuve. Pas d'hameçon, pas de filet. Un peu froide, hein, je te préviens. Allez. Ce poisson-chat mérite son prénom, Vas-y. Chokdi, chanceux. Dans la partie thaïlandaise du Mékong, les poissons-chats géants sauvages ont encore un habitat. C'est rapide. Je retrouve Sumkiart pour une dernière promenade. L'activiste veut me montrer une de ses plus grandes fiertés. Je vous emmène voir des rapides qui allaient être détruits et qu'on a sauvés des explosifs. Tenez, regardez cette colline. C'est la frontière avec le Laos et les rapides sont juste en dessous, là. Ce rapide a échappé de peu à la dynamite, car les 4 gouvernements, thaï, chinois, laotien et birman, ont un projet commun. Assurer une voie navigable de 861 km entre le port chinois de Xumao et le port laotien de Luang Prabang. Objectif, permettre à des cargos de 500 tonnes de passer sans encombre et réduire singulièrement le coût du transport fluvial. Ils prévoient de faire exploser tous les obstacles qu'ils rencontreront sur leur passage ? Oui, 20 rapides ont déjà été détruits en Chine, en Birmanie et au Laos. En Thaïlande, des villageois se sont mobilisés pour protester contre ce projet de manière importante. Donc le gouvernement thaï a décidé de suspendre la destruction des rapides. Et les Laotiens, de l'autre côté de la frontière, est-ce qu'ils se battent eux aussi pour conserver leurs rapides ? Les Laotiens sont opposés à la destruction programmée des rapides et à la construction de barrages. Mais chez eux, les autorités leur interdisent d'en parler en public. Les Laotiens sont nos frères. On sait qu'ils pensent comme nous. Ils nous donnent un soutien moral et ils nous demandent de nous battre pour eux. Je quitte le majestueux site en me disant que les Thaïlandais auront peut-être une aide dans leur combat. La Commission internationale du Mékong, qui est censée édicter les règles environnementales. Tous les pays riverains en sont membres. Enfin presque. Étrangement, la Chine et la Birmanie, qui contrôlent l'amont du fleuve, manquent à l'appel.